téléspectateurs de la télévision Tambara, bonsoir et ravi de vous retrouver sur ce plateau pour le rendez-vous de la rédaction. Le rendez-vous de la rédaction qui a pour aujourd'hui, nous allons donc débattre de 3 sujets. Et pour débattre de ces 3 sujets, j'ai sur ce plateau à ma droite M. Son Allah Dambaji. Il est acteur de la société civile nigérienne. M. Son Allah, bonsoir. Bonsoir. J'ai à ma gauche M. Daouda Bourema. Il est aussi acteur de la société civile nigérienne. M. Daouda Bourema, bonsoir. Bonsoir. Et de l'autre côté, j'ai également à ma gauche toujours M. Adamou Maman Sabiou, acteur de la société civile nigérienne. M. Adamou, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons décortiquer ensemble l'actualité nationale. Nous allons parler d'abord de ce communiqué du gouvernement par rapport justement donc à l'audit au ministère donc, de la Défense. Nous allons en second point parler du plan de réponse humanitaire pour l'année 2020 qui a été lancé par le Premier ministre Brigitte Raffini, où il faut mobiliser 400 millions de dollars US par les partenaires. Nous aurons également le temps dans ce débat de parler du SNEX où après un mois de grève suivi de 112 heures. Et voilà maintenant que le SNEX lance encore une autre grève de 24 jours. Voilà, chers invités, nous débutons donc ce débat par vous, M. Son Allah. Nous savons que vous avez suivi, comme tous les Nigériens d'ailleurs, le communiqué du gouvernement par rapport justement à l'audit du ministère donc, de la Défense. Alors, quelle analyse faites-vous par rapport donc, à ce communiqué rendu public par le gouvernement? Merci madame. Comme vous venez de le dire, effectivement, on avait suivi avec tous les autres citoyens nigériens le communiqué du gouvernement suite à l'audit du ministère de la Défense. En tout cas, en substance, moi j'ai retenu 3 points essentiels. Le premier point du caractère de ce communiqué, j'ai retenu que franchement il y a ce qu'on appelle une certaine arrogance de le communiquer, c'est-à-dire une absence du respect de l'intelligence du peuple nigérien. Ça c'est de un. De deux, c'est que après avoir confirmé tout ce que l'audio du ministre a dit, en tout cas j'ai senti qu'il y a une contradiction aussi dans le contenu de ce communiqué. Et à la fin, j'ai constaté que le contenu du communiqué a mis à nu et l'intrusion de l'exécutif dans le judiciaire. Quand je prends le premier aspect qui est l'aspect de l'arrogance et de mépris vis-à-vis du peuple, c'est quand je pense bien que quelque chose qui a été relaté par un membre du gouvernement et pas n'importe qui, quelqu'un qui gère le ministère, le même gouvernement revient encore à la charge. Il qualifie les analyses des uns et des autres de supputation. Alors, si on part dans le fond de la chose, si on prend le contenu de ce qu'ils ont eu à dire de leur communiqué, parce que d'abord, ils ont dit que l'armée n'a jamais été équipée comme en ce temps, et la contradiction que j'ai relevée, c'est que dans l'audio du ministre, il a attesté qu'effectivement, il y avait eu même des marchés non exécutés. Ça, c'est de 1. Et il y avait eu des armes qu'on a livrées qui sont vestus. Mais je pense bien que si vous prenez la chose, il y a une contradiction dans les deux communications. Et la seconde chose, s'il y a quelqu'un qui fait la supputation, dans ces cas d'espèce, alors c'est ce communiqué-là qui fait la supputation. Parce que je ne pense pas que quand vous-même vous parlez, vous vous contredisez entre vous-même avec vos propres idées, il n'y a pas quelqu'un qui fait la supputation plus que vous. Le peuple nigérien ou les leaders d'opinion qui ont eu à donner leur point de vue suite à l'audio du ministre, ce n'est pas eux qui ont forgé ça. Ce n'est pas un leader d'opinion vulgaire qui a eu à faire l'audio, c'est un membre du gouvernement et il a dit tel que les choses sont et en toute crudité comment les choses se passent. Et les gens ont le droit, nous sommes dans un état démocratique, de donner leur opinion. Eh bien, si donner l'opinion devait une supputation, je pense bien qu'on est hors du principe démocratique. Ça, c'est de un. De deux, je pense bien que quand le gouvernement dit
qu'elle demande à tous les commerçants qui ont eu à prendre l'argent de rembourser les gaps qu'on leur reproche, au risque qu'ils soient traduits en réalité au niveau des juridictions. J'ai dit que l'exécutif n'a pas la compétence. C'est au juge d'en décider ce qu'il faut faire. L'inspection est finie. Au nom de la séparation du pouvoir, il faut, même si c'est à une loi, dans tous les cas, même s'ils ne transmettent pas ça au niveau du procureur, même si c'est le tel traitement qu'ils veulent faire, il y a l'agence judiciaire du ministère de la Justice. Et là-bas, c'est toujours la justice. Et pourquoi l'exécutif prend la responsabilité de donner les directives par rapport à un acte extrêmement grave où il y a le sens même de la criminalité dedans? Parce que ça, c'est un crime quand vous prenez au-delà même de l'aspect, ou même au-delà même de l'aspect économique. Parce que si on fait la jonction de l'acte posé à la jonction de ce qui s'est passé, parce que le ministre l'a dit dans l'audio, que les militaires se sont retrouvés avec des armes qui ne sont pas fonctionnelles. Et voilà, aujourd'hui, ils ont dit que tous ceux qu'ils cherchent, qu'on leur amène des armes, le reste, ce n'est pas le problème des autres, ils vont gérer la situation. Donc, dans ces cas d'espèce, je pense bien que tout celui qui a participé à ce que l'État a déjà débloqué, la République a déjà débloqué la somme nécessaire pour que ces militaires soient équipés dans les conditions du travail et des individus. Parce que quelle que soit la responsabilité de la personne dans cet état d'esprit, si sa responsabilité est établie, qu'il a posé un tel acte, c'est un criminel en puissance. Et la loi doit sévir. Et dans ce cas d'espèce, je pense bien que le gouvernement ne doit pas avoir d'état d'âme à transmettre ce qui est fait et qui est appelé à être étudié par le juge en ouvrant une information ou à aller d'autres aspects. Parce qu'il y a plusieurs pôles. Il y a même le pôle économique et autres, ils peuvent transmettre ça. Et pourquoi l'exécutif, il tient coûte que coûte, il ne veut pas livrer ce qui est clair et qui est net par rapport à ça. Et voilà ceux qui sont habilités à faire ce travail au nom des principes de la séparation du pouvoir. Et là, on ne peut pas nous empêcher, madame, on ne peut pas nous empêcher de dire et de dénoncer ce genre de pratiques parce que c'est des pratiques moyenâgeuses qu'on ne peut pas nous imposer à ce qu'on nous fasse taire. Si tel est le cas, je pense bien que si le gouvernement croit que quand tu voles, quand tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, il suffit de restituer. Mais je pense bien qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui au nom de ce vol. Il y a combien de personnes qui sont en prison? Ces gens-là, je pense bien qu'on leur demande de rembourser et de sortir et en vaquer à leurs préoccupations. Et là, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'on encourage la corruption, qu'on encourage la malversation et qu'on ne protège pas les biens publics, pourtant qui sont sacrés par l'article 4 de la Constitution. Et même le préambule de la Constitution est clair. C'est-à-dire, le peuple s'oppose à tout régime basé sur la concussion, la corruption et tout l'affairisme et tout ce qui s'ensuit comme tare de gestion de la République. Donc dans ça, là, je pense bien qu'ils se calment. Et je pense bien que c'est plus bon pour eux de se calmer et de gérer ça en toute responsabilité que de croire qu'ils peuvent faire des vacarmes pour empêcher au peuple de se prononcer par rapport à ça. Okay. Le troisième aspect que je parle, effectivement, quand je parle de l'aspect surtout criminalité, vous ne pouvez pas aujourd'hui dans le contexte actuel, madame. C'est-à-dire, regardez, même dans le communiqué, elle a eu à décliner la flotte de notre système aérien. Or, je pense bien que même si on ne gère pas l'État, on sait que par rapport à ce que nous possédons comme armement, en tout cas, ça doit être top secret. Parce qu'on est dans une situation où c'est une guerre asymétrique. Vous ne connaissez pas qui est l'ennemi, qui n'est pas ennemi. Je pense bien que c'est des choses... Avec les deux nouveaux hélicoptères qu'ils annoncent, normalement, ils ne devront pas avancer ça. Ils doivent se dire que dans tous les cas, ils ont acquis d'autres matériels et volants, mais ils ne doivent pas aller jusqu'à décliner le nombre. Ce n'est pas du tout intéressant. Donc, c'est des choses extrêmement dangereuses qu'ils sont en train de développer. Et quand on dénonce, ils qualifient des gens des politiciens ou des gens qui sont... Nous ne sommes pas de ces gens qui rasent les murs des politiciens pour aller faire le combat de ces politiciens au nom de la sous-traitance politique et politicienne. Je pense bien que l'État doit s'amender. Et il faut que le peuple nigérien accepte. Parce que je vois certains esprits maléfiques aujourd'hui
qui tente de salir ce ministre conformément à l'acte qu'il a posé. Ce ministre-là, il a posé un acte noble, il a posé un acte patriotique. Et tout celui qui fait des tentatives pour nuire à son image par rapport à l'acte, là, je dis bien par rapport à l'acte qu'il a posé, je pense bien qu'il se reproche quelque chose. Et qu'il se dise une chose, il ne peut pas arrêter. Il ne peut pas arrêter le courant de l'histoire. Cette affaire-là, moi je souhaite vivement que le président de la République, Dieu lui donne la chance de pouvoir régler le problème-là. Depuis le moment où il est au pouvoir, parce que ce problème-là ne peut pas être, madame, ne peut pas être neutralisé avec une situation de camouflage. Ce n'est pas possible. Parce que c'est une question de la viabilité de la République, parce que c'est les fondamentaux même de la République qui sont menacés dans cet état de fait. Et dans ce cas, je pense bien que le président de la République, nous le souhaitons vivement qu'il fasse l'acte de bravoure du père de la nation et qu'il agisse sur n'importe qui est impliqué dans cette affaire, et ça va honorer son image, ça va honorer l'image du pays. Voilà. Donc, nous allons revenir sur ce communiqué avant de vous donner la parole. Il est dit que le gouvernement décide de faire rembourser les montants indûment perçus, soit à raison de surfacturation, soit au titre des paiements de services et livraisons non effectués ou partiellement effectués. 2. De transmettre aux tribunaux compétents les dossiers des fournisseurs qui refuseraient de s'exécuter. 3. De prendre les sanctions administratives appropriées à l'endroit des agents publics incriminés et de renforcer en compétence donc l'administration des marchés du ministère de la Défense. Enfin, le 4e point, c'est de réviser les procédures de passation des marchés qui, pour raison de secret défense, ne font actuellement pas l'objet de publicité ni de communication en Conseil des ministres. Monsieur Daouda, votre avis d'abord par rapport à ce communiqué, et ensuite, parmi les points dont je viens de citer, quel est le point qui vous a plus touché en fait? D'abord, pour ce qui concerne le communiqué du gouvernement, comme beaucoup de Nigériens, nous avons considéré que c'est de l'insulte d'abord à l'égard du peuple nigérien. Parce que s'il y a eu ce communiqué, c'est parce que la population nigérienne a eu à écouter l'audio du ministre de la Défense, audio dans lequel on a eu l'ébauche d'un certain nombre de manquements au niveau de la gestion des fonds alloués au ministère de la Défense nationale. Maintenant, ce qui nous a surpris, pourquoi je parle en termes d'insultes, en regardant d'abord la forme quand le ministre porte-parole du gouvernement est sorti, c'est comme si, quand il parlait de supputation, c'est comme si tous ceux qui dénoncent n'aiment pas le pays. Alors qu'en réalité, c'est réellement ceux qui dénoncent là, qui sont les vrais patriotes. Le reste là qui essaie de défendre l'indéfendable, ce sont des apatrides. Donc il n'y a pas de supputation, mais les gens demandent à ce que l'État soit mis dans ses droits. Et même dans le communiqué, dans ces contradictions, parce qu'il y a des contradictions, ils ont eu eux-mêmes à reconnaître. C'est pour revenir au point. Parce que quand on demande de rembourser, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont eu à reconnaître que ce que le ministre de la Défense a dit est vrai. Sinon, comment dire, ceux qui ont fait des surfacturations n'ont qu'à rembourser. Ceux qui n'ont pas livré les commandes n'ont qu'à rembourser. Ceux qui n'ont pas n'ont qu'à rembourser et qui ont des sanctions administratives. Je crois que s'ils le disent, moi je peux les comprendre. Parce que dans tous les cas, que ce soit les fonctionnaires qui ont fauté, que ce soit les commerçants qui sont impliqués, ils sont tous du même bord. Parce que c'est des marchands des marchés de gré à gré, et on sait comment on fait les passations de ces marchés dans les pays. On attribue les marchés dans les pays. Je suis sûr que presque tous ces fournisseurs sont de leur bord politique. Ben, ils pensent pouvoir gérer le pays comme ils gèrent leur parti politique. Ils doivent faire quand même la part des choses. Leur formation politique est une chose, la gestion de l'État et de la nation nigérienne en est une autre. Parce que parfois, quand tu les entends, et même dans ça, quand tu les entends faire leur communication, peut-être que ça offusque, comme moi, beaucoup de Nigériens, quand quelqu'un, des responsables parlent pour dire notre régime. Non, ce n'est pas leur régime.
c'est la gestion de l'État du Niger. Il a eu des gabéchis. C'est ça, les gens se dénoncent. Maintenant, pour revenir à ces points. D'abord, moi, personnellement, je crois que, premièrement, les fournisseurs n'ont même pas de problème. Les fournisseurs n'ont même pas de problème. Les premiers responsables, c'est d'abord ceux qui ont donné les marchés. On a donné des marchés de défense à des civils qui ne savent même pas comment tirer de lance-pierre. On leur a demandé de faire des commandes d'armes. Quand ces gens se la livrent, je crois qu'avant de réceptionner des armes, il y a des spécialistes au niveau de la chaîne de commandement qui est censé vérifier la qualité de ce qu'on a commandé. Et s'il a eu bonne de livraison, ça veut dire qu'il a eu la complicité de ces experts. On doit les chercher. Donc, en termes de remboursement, d'abord, dans tous les cas, quand on amène le dossier au niveau de la justice, parce que c'est comme si le gouvernement a déjà jugé. C'est pourquoi je peux comprendre le cri de cœur du syndicat des magistrats. Parce que quand on dit telle catégorie de personnes doivent rembourser, ça veut dire que déjà le gouvernement a jugé et a décidé de qui doit rembourser, qui doit occuper des sanctions administratives. Or, on considère que il y a toujours dans la citation d'abord la présomption d'innocence, j'admets le principe. Si on veut réellement commettre l'État nigérien dans ses droits, je crois que je peux faire mien de la communication du syndicat des magistrats du Niger. Si le dossier est ficelé, pour qu'on puisse avoir la lumière et toute la lumière sur ce dossier, en bonne civilité, il faut transmettre à la justice le dossier. C'est le juge qui peut connaître le degré d'implication de tout un chacun. Donc, ça, c'est une exigence que le peuple doit continuer à faire. Deuxièmement, en dehors même de communication, on dit qu'il y aura des sanctions administratives. Pour ceux qui ne remboursent pas. Pour les agents de l'État. Pour les agents de l'État, il y aura tout simplement des sanctions administratives. Mais en réalité, là où le problème se pose, nous sommes en train de parler d'un budget de la défense. D'un budget de la défense. Maintenant, c'est que le gouvernement n'a pas dit dans son communiqué. Qu'est-ce que la loi militaire a prévu pour le cas des officiers supérieurs de notre armée qui sont impliqués dans le détournement des fonds destinés à l'achat d'armes et de munitions, et dont l'absence de ces armes et de ces munitions ou la qualité de ces armes et de ces munitions ont contribué à la mort d'un certain nombre de nos soldats et des civils au niveau des théâtres d'opération. Je crois que pour le cas des militaires qui sont impliqués, au-delà de leur suspension, il faudrait également qu'on les poursuive au niveau de la cour martiale. Parce que, d'une manière ou d'une autre, tant que ce qui a circulé au niveau des audios et ce qui a été reconnu qu'il a eu des commandes qui n'ont pas été livrées ou qu'on a surfacturé, ça sous-entend que ces individus sont impliqués dans la mort de nos soldats. Donc il y a deux types d'infractions. Il y a d'abord crime économique, parce qu'il y a tant les gens se dire délit. On parle en termes de plusieurs milliards. Ce sont des crimes économiques. Ce sont des crimes économiques. Il a écrit crime économique. Il a également crime de sang. Parce qu'il a complicité d'homicide. Parce que les gens n'ont pas acheté. Pourquoi je parle en termes de crimes à affaires de milliards? Au Niger, il y a des gens qui meurent. Peut-être parce qu'ils n'ont pas 500 francs pour payer quinine 300 ou bien plaquette de paracétamol. Toi, seul un gaillard, tu prends un milliard. Alors que les gens sont en train de mourir. Et on dit que toi, tu es un délinquant. Tu n'es pas un délinquant. Tu es pire qu'un criminel. Et on te demande de rembourser. Et c'est là où nous allons revenir sur la question du remboursement. Mais qu'est-ce qu'on appelle un voleur? Nous sommes tous des voleurs. Le voleur, c'est celui qu'on attrape. Et quand on l'attrape, le voleur, ça veut dire qu'on a vu le bien que la personne a volé.
Mais il suffit juste de rembourser. Mais ça veut dire que là, ça devient scandaleux, ça devient très grave, le Niger est en danger. Ça veut dire que le gouvernement est en train d'encourager le vol au Niger. Et quand, dans le temps, nous disons que ce régime est un régime kleptocratique. Mais c'est ça la vérité. C'est juste des cas des individus on donne. Aujourd'hui, c'est officiellement que le gouvernement est sorti pour faire l'apologie du vol. Celui qui vole, on rembourse et on te libère. Mais écoutez, madame, et ces petits voleurs qui sont en prison, parce qu'ils ont volé peut-être des téléphones portables, des chèvres ou des marmites, est-ce qu'eux ne sont pas Nigériens d'origine? Ce sont également des Nigériens d'origine comme tout le monde. Donc au Niger, pour aller en prison, il faut voler marmite. Pour être honoré, il faut voler des milliards. Alors on est dans quelle société? Vraiment, je comprends. On est vraiment dans la renaissance. Parce que quand on parle de renaissance, c'est que les gens n'ont pas compris. Parce que là, c'est maintenant que je comprends la renaissance, mais ils n'ont pas compris les choses. C'est à leur naissance là. Pour renaître, il faut mourir. Bon, ils ne peuvent pas tuer le Niger pour nous amener vers une renaissance. D'accord. Alors, que la justice fasse son travail. Et c'est là où je vais profiter de ce débat-là pour lancer un appel à la population. Parce que peut-être que les gens n'ont pas bien scruté ce que le Saman a dit. C'est le Saman, en réalité, qui est l'intermédiaire entre le faible et le fort. Si le Saman fait ses cris de cœur et cherche l'indépendance de la justice, je crois qu'il appartient à nous autres, les faibles, d'aider le Saman pour que l'indépendance de la justice soit une réalité. Sans quoi, nous serons sous un régime qui va être pire que le régime de la colonisation. D'accord. Ok. Monsieur Adam, vous avez suivi le communiqué, vous avez également suivi ce que viennent de dire Monsieur Daouda et Monsieur Dambaji. Alors, qu'est-ce que vous avez à augmenter par rapport à ce qu'ils ont dit? Bonsoir. Par rapport à ce communiqué du gouvernement, il y a plusieurs choses qu'on peut quand même développer. D'abord, quand le porte-parole du gouvernement, le ministre Zakaria, a fait son communiqué, c'est comme si le gouvernement ou le ministre porte-parole prenait la place du ministre de la Justice. Et conformément au code de procédure pénale en vigueur au Niger, à son article 30, qui a repris l'ordonnance 92-02 du 21 février 92 par rapport au détournement. Il a classé en fonction de la somme détournée. Le procureur de la République doit ordonner à ce qu'on puisse saisir tous les biens des détourneurs d'abord. Dès qu'il y a un détournement, on constate, donc comme il y a déjà une inspection d'État qui est déjà définitive, déposée au bureau de la présidence de la République, tous les gens là qui sont impliqués, qui semblent être au nombre de 200 ou 200 et quelques, on doit saisir automatiquement leurs biens. Et on doit les mettre sous le sel au niveau du greffe, du tribunal compétent, jusqu'à ce que le jugement définitif tombe. Maintenant, on va voir si leurs biens, parce qu'ici il s'agit de détournement, pouvaient compenser la perte qu'ils ont causée à l'État. On va liquider l'ensemble de leurs biens pour maintenant renverser à l'État. Ça, c'est l'aspect civil. Maintenant, sur le plan pénal. Et c'est pas ouvertement, même si c'est le ministre de la Justice, c'est pas ouvertement par la voie d'un communiqué qu'il doit dire au procureur de la République ou au procureur général ce qu'il doit faire. Il y a ce dicton qui dit en droit, et la plume, elle est serve, mais la parole, elle est libre. Le ministre de la Justice, il écrit, il dit au procureur, voilà ce que lui, il attend de cette situation. Le procureur, au moment du jugement, qu'il est obligé d'être présent, lui ou son substitut, pour lire ce que le ministre de la Justice, qui est son supérieur, l'avait dit. Maintenant, il prend la parole librement pour développer ses points de vue par rapport à ce qu'il pense. Il peut développer un point de vue contraire à ce que le gouvernement l'avait demandé. Mais on passe tout cela, on continue, on dit, ah, les gens là, ils vont seulement rembourser et puis on laisse.
Un autre aspect, quand on regarde cet aspect de détournement, ce n'est pas seulement, moi je ne regarde pas seulement le côté ministère de la Défense. En dehors du ministère de la Défense, il y a aussi le ministère des Finances qui est impliqué. Oui, parce que dans ce pays-là, tous les secteurs sociaux de base, on les a sacrifiés. Même nos ministres, quand ils partent, le ministre de la Santé, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur, quand ils partent pour chercher de l'argent, on va toujours les dire qu'il n'y a pas de l'argent. On est en train de bloquer ça pour l'affaire de la sécurité. Mais quand on demande, quelle qu'en soit la somme qui est demandée au niveau du ministère des Finances, ils vont toujours trouver des arguments pour justifier on peut prendre cet argent donné. Ceux qui sont impliqués aussi, ici il s'agit d'un marché public. Il y a un organe administratif qui est chargé pour ce qui est du marché public. En aucun cas, en aucune manière, sauf au cas de dérogation des cas exceptionnels, on ne peut pas prendre l'argent d'emblée donné à quelqu'un à qui on donne le marché public sans livraison. Le marché public, c'est par tranche. Donc, ceux qui ont donné l'argent à partir du ministère des Finances, d'emblée, pour un marché public, eux aussi, ils sont impliqués dans cette affaire. Si vous vous rappelez aussi, au niveau de la gendarmerie de Kouardagui, il y avait eu un moment où il y avait un incendie. On disait c'est au niveau où on déposait les munitions et comme ça a pris feu. Ce qui veut dire, via la révélation du ministre Katambe, que je salue au passage, cela veut dire que, est-ce que moi je me pose la question, et ça ne fait pas partie de ces armes et de ces munitions défectueuses que juste à cause de la chaleur ils ont déclenché, peut-être là-bas même il y a eu des morts, mais comme on voulait toujours se cacher derrière le secret de défense, on n'arrive pas à expliquer clairement aux gens. Peut-être il y a des gens qui ont perdu leurs enfants. Tout ça là, donc l'inspection là doit aussi vérifier par rapport à des incendies inutiles qu'on a créés au niveau des poudrières de nos forces de défense et de sécurité, pour savoir qui en est à la base. Pas seulement pour le dépasser, là, il y a aussi des dommages causés à des infrastructures publiques, même s'il n'y a pas eu de mort d'homme. De l'autre côté, toujours au niveau de ce que le communiqué du gouvernement disait, c'est comme si le gouvernement voulait faire une justice à double vitesse. Il y avait des gens, on savait que certains ont fait le détournement depuis le temps de Tanja. Quand ce gouvernement est venu de la 7e République, les a pris, les a mis en prison. Il y a ceux qui ont fait plus de 3 ans jusqu'à présent. Ouais, ils n'ont même pas été entendus. 4 ans. Et c'est juste un crime économique qui n'a pas un lien avec un crime du sang. On refuse même de les écouter. 1 million. Et on savait que la durée de garde à vue, même s'il n'y a pas, c'est-à-dire au niveau des gardes à vue, ils refusent de déterminer ça clairement, qui fait en sorte que si on a un opposant, un adversaire politique, on peut le maintenir en prison. Après les 6 mois, on renouvelle jusqu'à au-delà. Donc, eux aussi, c'est comme s'ils sont en train de dire, eux là, ils ne sont pas peut-être des Nigériens ou bien n'ont pas une faveur, on peut les laisser pourrir en prison. Pendant que il y a ceux-là qui ont commis un crime économique et qui est encore coloré par un crime de sang qu'on voulait maintenant les innocenter. Pour 5 millions, on a vu des dirigeants ici qui sont partis en prison. Un Vous premier voyez, ministre qui est parti en prison. pour quelque chose de 100 millions. Un premier ministre qui a géré ce pays pendant au moins 7 ans. Mais il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre qu'on voulait maintenant protéger. Que cela ne tienne, je pense que je veux rejoindre quand même le bureau de Saman. Ils font appel, il faut que la population se lève. Parce que si la population ne se lève pas, n'arrive pas à faire pression à ce gouvernement, ils vont créer un scénario et que ce genre de situation va passer. Et ensuite, les gens, ils peuvent même créer un autre scénario qui peut faire en sorte que les gens oublient cette affaire d'inspection. C'est déjà créé parce qu'ils ont demandé l'inspection, l'audit au niveau de tout le ministère. L'audit général maintenant pour essayer d'incriminer d'autres, montrer qu'il y a même plus de gabégie, des choses comme ça. Il faut qu'on soit extrêmement prudent et il faut que la population reste mobilisée. Un autre aspect avec lequel je vais finir, il y a des acteurs de la société civile, pour le simple fait, ils ont dénoncé que nos forces de défense et de sécurité sont mal équipées, ils ont fait des prisons inutiles. Vous les connaissez, il y a nous, Mohamed Arzika, il y a ex-porte-parole du MNJ et d'autres, bien d'autres. Ils ont fait, juste parce qu'ils ont dit que non, nos forces de défense et de sécurité sont mal équipées.
On dit qu'ils sont là en train de saper le moral de nos forces de défense et de sécurité. Bon, voilà maintenant, c'est le ministre en charge de la Défense qui vient de le dire. Voilà les actes composés, certains officiers en connivence avec d'autres administrateurs a conduit à la mort d'hommes. Donc je pense que ces gens-là, ces acteurs de la société civile-là, quand même, ils ont le plein droit maintenant de demander à ce que l'État puisse les dédommager. Parce que maintenant, cette inspection vient de prouver que ce qu'ils ont dit là, ce n'est pas faux, c'est vrai. On les a emprisonnés pour rien de tout, parce qu'ils ne sont pas des hommes politiques, parce qu'ils ne sont pas les soutiens à X ou à Y. Mais ils défendent que l'intérêt général. Ok. Bon. Je pense que si vous n'avez rien à ajouter, on va passer au second point. Oui, peut-être ce que je voudrais un peu ajouter par rapport à l'intervention du petit frère, effectivement, et tout ce qu'il a eu à relater comme procédure, ils ne sont pas ignorants de ça. Ils savent ça pertinemment. Et la preuve, je vais vous dire, maintenant, pour justifier ce qu'ils ont eu à faire, ils se sont blottis derrière une loi à titre exceptionnel que sa loi a eu à utiliser. Où on te demande, si tu as détourné, de payer 50% avant qu'on transmette ton dossier là-bas. Alors que nous sommes dans un régime démocratique. Sa loi, c'est une exception. Ce n'est pas un régime démocratique. Et un régime démocratique qui s'inspire des lois d'exception, je pense bien qu'il y a de la mauvaise foi. Dans ça, là, je pense bien que le temps, si les Nigériens veulent en réalité, parce que on veut que les choses soient clairement. Personne ne veut leur départ. Nous, on ne cherche pas le pouvoir. Mais on veut qu'on respecte la procédure normale. Les textes, des principes fondamentaux de la République, parce que c'est ça qui engage l'existence d'une République. Et ça, c'est la séparation du pouvoir. Laissez les choses, ne créez pas de contradictions nettes. Aujourd'hui, vous faites la chose, demain, vous faites son contraire. Et vous dites, tout ce que vous faites, malgré c'est des choses contradictoires, ils sont tous conformes à la loi. C'est de ça qu'on ne veut pas. Et même demain, s'ils ne reviennent pas au meilleur sentiment, je pense bien que Dieu garde le Niger. Parce que vous ne pouvez pas continuer à marcher sur le peuple et de manière flagrante, en violation du consensus national, parce que la loi, c'est un consensus national. C'est un consensus. Et vous dites que vous allez faire fi de tout ce que les gens vous reprochent, et qui sont têtus sur le plateau, sur le papier, et vous dites que vous allez perdurer dans cette manière de diriger. Je pense bien que nous souhaitons vivement que Dieu leur donne la bonne voie et de comprendre, leur permettre de comprendre qu'ils ont intérêt à revenir pour harmoniser, pour s'amender par rapport à cet état de fait, parce que c'est un acte extrêmement préjudiciable à l'un des fondamentaux de la République, qui est le respect de séparation du pouvoir et le respect des textes et dispositions légales de la République. D'accord, ok. Donc nous allons passer au second point, c'est le plan de réponse humanitaire pour l'année 2020 qui a été lancé par le Premier ministre Brigitte Raffini à l'endroit donc des partenaires techniques et financiers à hauteur de 400 millions de dollars US afin de mettre donc à l'abri plus de 2 millions de Nigériens. Et ce lancement a eu lieu donc le 7 février 2020. Pour mettre à l'abri 2 millions de Nigériens contre quoi? Contre la famine. La famine. Contre la famine? Oui. Où est Troisième? Voilà. Moi, je pose la question. Moi, je pose la question. Là, je pense bien que il y a aussi, et c'est là où je suis d'accord avec le président de la République, il y a des institutions qu'il faut auditer. Parce que ce qu'on nous fait comprendre, ce qu'on nous fait comprendre dans le budget, aujourd'hui, le budget des 3N dépasse largement le budget du ministère de l'Agriculture. Et aujourd'hui, je pense bien que quand on fait la sommation de ce que 3N a commencé à consommer du point de vue budgétaire durant les 9 ans de gestion de ce régime, et comparé à l'impact réel, il y a problème. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas me faire comprendre, malgré le chantage, malgré tout ce que les gens ont publié, on dit de 3N que c'est vraiment une politique extraordinaire qui dépasse les limites des frontières. Et aujourd'hui, on nous fait comprendre qu'il y a 2 millions de Nigériens. 2 millions, parmi les 2 millions, il faut savoir... 2 millions de Nigériens qui souffrent, qui sont exposés à la famine. Et madame, je pense bien que quand j'ai vu ça, j'ai constaté ça. Sincèrement, la rencontre, j'ai dit que ça nous reste beaucoup à faire au Niger.
Ça nous reste beaucoup à faire au Niger parce que je pense bien que les partenaires là, ils sont plus flics que les flics. Ils ont toutes les informations et ils ont toutes les données par rapport à quoi que ce soit. Je pense bien qu'il ne faut pas qu'on continue aussi à créer les conditions qu'on nous sous-estime même du point de vue respect et l'honneur, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, ils sont avec nous. Ils vivent au Niger. On sait que très bien, même si on les... d'ailleurs, ils doivent être audités. Je vous dis, ce qui se passe, les partenaires là, les partenaires des ONG et autres internationales là, autres. Moi, je suis d'accord qu'on audite ça. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de non-dits qu'on prend au nom du Niger et qui ne parviennent pas. Parce que quand on va vous faire la situation de ce qu'on a pris au nom du Niger durant toutes ces années, et on cherche l'impact, on compare, je vous dis que si on fait l'audit, là, il y aura problème. Et jusqu'à présent, et vous compilez avec l'histoire du troisième, je pense bien que le peuple nigérien est un peuple vraiment meurtri. Et le meurtri à tel enseigne que c'est lui qui est appelé à le défendre. Il l'expose. Et je pense bien que c'est extrêmement grave. C'est vraiment un problème de morale tout court. Et dans cet état de fait, je ne pense pas. Aujourd'hui, quand vous constatez, à l'échelle internationale, c'est l'ébullition dans tous les secteurs. C'est l'ébullition de point de vue guerre. Partout, c'est la guerre. Et chaque pays c'est venu encore avec la situation des différentes épidémies qui sont là. Et chaque pays, il se bat comment quand même contrecarrer et comment conserver le minimum à son peuple. Et je ne pense pas. Et je le souhaite vivement qu'il puisse avoir les 400 millions d'euros. Je souhaite vivement. Mais ce qui est sûr, dans les budgets qu'ils sont en train de faire, à chaque année, ils nous font comprendre que c'est pour être libre par rapport à l'extérieur que ce budget-là est en train d'être gonflé. Et aujourd'hui, on revient, malgré ces budgets-là, pour tendre la main. Je me dis dans ce cas, quelle est la vérité de ce qui se passe au fond, quelle est l'honnêteté intellectuelle de ce qu'on nous dit et de ce qu'on fait. Et là, je pense bien que les partenaires, il ne faut pas qu'ils soient, et ceux qui dirigent, je crois que de la même manière qu'ils peuvent nous malmener de manière cruelle, aussi au vu de nous-mêmes, parce qu'on considère que nous sommes faibles face à eux, parce qu'ils ont le rudiment du pouvoir. Mais les autres ne sont pas les mêmes. Ils ont la capacité de leur tenir tête. C'est pas, on ne fait pas l'apologie pour qu'on refuse à notre pays, mais il faut qu'on ait au moins un esprit d'arriver à un niveau de se dire qu'on a l'obligation de s'auto-prendre en charge, qu'à chaque moment de tendre la main et croire que le partenaire, il faut qu'il nous donne. Mais le partenaire, s'il te donne l'argent, il ne va jamais te donner l'argent gratuitement. Et au retour, il attend quelque chose. Et ce qu'il attend au retour, là, ça sape notre honneur, ça sape notre souveraineté, et ça sape tout ce qui est moral par rapport à notre propre gestion interne du pays. Je pense bien qu'on n'est pas sorti de l'auberge, madame. On n'est pas sorti de l'auberge. Ça reste extrêmement beaucoup de choses. Sinon, on risque même. Est-ce qu'on n'a pas même reculé? Sincèrement. Parce que je ne peux pas comprendre. Dans les années antérieures, vous avez vu que le budget est à un taux moindre, c'est-à-dire le budget est à un taux, n'atteignait pas ce qui a été programmé, et on nous justifiait ça que c'est parce que les dépenses internes, on veut être libre vis-à-vis de l'extérieur, et on revient à chaque fois à la charge pour dire que c'est à l'extérieur de nous aider face à n'importe quelle situation. Je pense bien qu'on a des choses et nos gouvernants doivent se dire toutes choses à sa fin. Et je pense bien qu'il faut qu'ils laissent un temps ou un moment où après leur passage, parce qu'ils ne seront pas éternels. Ils ne seront pas éternels au pouvoir. Ils ne seront pas éternels. Si les gens peuvent être éternels au pouvoir, eux, ils ne seront pas au pouvoir. Parce que ceux qui ont dirigé ce Niger, là, avant leur arrivée, ils sont où? Et c'est de la même chose que les autres ont quitté, et aussi ils vont quitter pour d'autres venir, pour laisser les autres venir. Et qu'ils se disent une chose. En tout cas, moi, à ma connaissance, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais constaté une gestion, c'est-à-dire avec beaucoup d'arrogance, comme la gestion de la 7e République, et qui n'écoute pas le peuple comme la gestion de la 7e République. D'accord. Monsieur Daouda, je rappelle que les 2 millions figurent parmi les 2 millions. Il y a les réfugiés, les déplacés
et la population où l'agriculture est déficitaire. Donc voilà ce qui constitue un peu les 2 millions. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'on pense avoir, il faut toujours tendre la main vers l'extérieur pour pouvoir combler les choses? Et quelle stratégie face justement à cette situation? Peut-être que vos stratégies peuvent aider aussi, contribuer à aider. Je crois le gouvernement. On a déjà dit ça. Hein. C'est vrai, si vous suivez les discours du président de la République de 2011 à son dernier discours, sur le niveau de chaque tribune officielle, il chante les 3 N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Maintenant, si on assiste à cette situation, après 9 ans de mise en œuvre de son initiative 3N, on constate que de 3, ça devient 4N. Oui, parce que ça sous-entend que maintenant, en faisant ça, ça veut dire que les Nigériens ne nourrissent pas les Nigériens, n'arrivent pas à nourrir les Nigériens. C'est l'extérieur qui nourrit. Donc, c'est ce que ça veut dire. Or, ils disent, parce que c'est comme ça ils justifient, leur initiative, c'est que ça sous-entend que sécheresse ne doit pas être synonyme de famine. Ça a été toujours chanté. C'est comme ça on chante. On connaît le nombre de milliards qu'on a investis. Nous sommes des descendants d'agriculteurs. Nous n'avons pas vu quand même sur le terrain l'importance du Haut Commissariat à l'initiative 3N. Parce que je n'ai pas vu le plus-value que les 3N là ont amené aux producteurs agricoles ou bien de l'élevage. D'ailleurs, ça pose même une confusion entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Élevage et le 3N. Ça veut dire qu'on a juste placé des gens avec rang de ministre, on leur donne des milliards, ils font des ateliers, des papiers, mais sur le terrain, zéro. Il n'y a même pas de communication. Zéro. Et je ne sais pas pourquoi, hein, après le ministère de la Défense, là, comme il y a cette famine, avant de chercher l'aide des partenaires, je crois qu'en une semaine, on peut envoyer, nous faire audit, voir pourquoi, au niveau de ces secteurs également, on est en train de courir vers des catastrophes naturelles avec la mort programmée de plus de 2 millions de Nigériens. Parce que nous ne pouvons pas en réalité comprendre que pour des trucs d'urgence quand même, on n'a pas d'abord à attendre de l'extérieur. Moi, je considère que le régime a eu assez de moyens, suffisamment de moyens pour que le Niger ne puisse pas connaître ça. Je peux faire la comparaison. Heureusement, j'ai eu la chance de voir presque tous les régimes dans ce pays. J'ai fait le régime qui a passé de Tanger. Tanger n'a pas de pétrole. Tanger n'a pas de pétrole. Mais vous savez, lorsqu'il a eu la sécheresse au temps de Tanger, le problème qu'il a eu entre Tanger et les partenaires, c'est le contraire de ce qui est en train de se passer maintenant. Les partenaires, comme ce sont des escrocs, les ONG nationales comme internationales, tous ont commencé par crier pour dire qu'il y a la famine au Niger. Tanger a dit qu'il n'y a pas de famine au Niger. Il a dit c'est crise alimentaire. Donc vous me comprenez, n'est-ce pas? Lorsqu'il a fait ce geste sémantique. Parce que lui, il a compris. Ça a même poussé le secrétaire général de l'ONU de l'époque, Kofi Annan, a fait un tour au Niger pour constater. Pour adresser, parce que lui, il a compris qu'il y a des gens, des partenaires, des ONG nationales comme internationales, qui profitent des situations pour prendre au nom de ces pauvres gens, mais il faut vous enrichir. Maintenant, c'est le gouvernement qui a appelé, qui a reconnu qu'il ne peut pas faire face. Et quand vous entendez un gouvernement dire qu'il a 2 millions et quelques qui sont en situation d'insécurité alimentaire chronique, il faut aller chercher vers les 6 à 8 millions. Parce donc, que c'est la vérité, je vous dis. Les 2 millions là, c'est... Ça, quand vous les entendez reconnaître, ces gens-là reconnaître 2 millions. Mais il faut regarder même Niamey. Reconnaître 2 millions qui sont dans cette situation, dès les faits, il faut aller vers 7 à 8 millions de Nigériens qui sont dans des problèmes. D'abord, avant de faire cette rencontre, il faudrait d'abord qu'ils nous disent exactement, faire les statistiques réelles pour édifier exactement la population, pour qu'on puisse comprendre
les risques de famine, combien sont ceux qui dans chaque région. Dans chaque région, combien sont en train de courir un risque. Parce que ça ne sert à rien de faire pour 2 millions. Maintenant, si eux, ils harmonisent, je peux les comprendre. Je ne suis pas dans leur secret, mais s'ils ont appelé les ONG nationales, internationales et autres là, j'ai la certitude que le gouvernement a eu à chercher des partenaires, mais à l'état actuel. Parce que c'est pourquoi je parle de kleptocratie. Un gouvernement qui peut protéger des voleurs de données publiques ne peut pas avoir l'appui de l'extérieur pour des situations pareilles. Ne peut pas. 400 millions de dollars. Pourtant, on n'a pas besoin de chercher à l'extérieur. En une semaine, on fait quelques audits là, on connaît ceux qui ont pris l'argent du Niger. On peut avoir même 400 milliards avec ça. L'argent de ce pays-là sont avec des individus. On n'a qu'à prendre et laisser ces ONG tranquilles. J'ai entendu même hier, là, lorsqu'ils faisaient leur rencontre, il y a eu même des tiraillements entre les membres du gouvernement et les ONG. Parce que quand les ONG de développement ont commencé à poser le problème de la bonne gouvernance, alors la partie gouvernementale a rétorqué pour montrer que même les ONG font. Non, c'est pas comme ça qu'un gouvernement doit se comporter. C'est pas comme ça qu'un gouvernement doit se comporter. Dans tous les cas, s'il y a cette situation, ça veut dire toujours qu'il y a eu un dysfonctionnement au niveau de l'appareil de l'État. Ces ONG-là et ces actions de développement, que ce soit national ou international, mais ces organisations sont sous la tutelle d'un ministère. Du développement communautaire. Il y a le développement communautaire. Et ces ONG doivent déposer chaque année leur rapport. Leur rapport d'activité. Ça veut dire que ces ministères sont au courant de tout ce qui se passe. Et je sais, je ne dis pas qu'on peut les dédouaner, mais je sais que ces ONG sont plus efficaces que l'État. Et c'est une réalité aujourd'hui. Il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup d'institutions internationales qui n'ont plus confiance à nos États. Pourquoi? Parce qu'on considère nos États comme étant, les gouvernants comme étant, je reviens sur les mots, comme des kleptocrates. On ne peut pas leur donner l'argent parce qu'on sait que l'argent ne peut pas aller directement au niveau des bénéficiaires. Voilà pourquoi parfois les institutions préfèrent travailler avec des ONG, avec des trucs de proximité. Donc, moi, je peux dire qu'au niveau de telle région, j'ai fait mon TDR, j'ai la possibilité de régler tel problème ponctuel, je peux avoir des partenaires. Mais parfois, quand l'État prend, même si ce ne sont pas les individus qui détournent, il peut prendre pour l'alimentation, peut-être mettre ça dans l'éducation. Là, le partenaire ne peut pas admettre. Donc, je crois que c'est pour ça qu'ils ont fait leur chose. Mais je crois que pour la communauté internationale nous vienne en aide, il faudrait d'abord qu'au niveau du Niger même, on fasse le premier pas. Il faudrait voir ceux qui ont détourné là. C'est le moment vraiment de ramener nos sous pour qu'on sauve ces millions de Nigériens qui sont en train de mourir de faim. Ils vont nous dire, parce que c'est ça leur communication, quand ils veulent le montrer, pour dire, s'il y a eu les 2 millions, c'est parce qu'il y a l'insécurité qui a empêché à certains de faire l'agriculture. Il y a eu inondation, il y a eu des déplacés, il y a eu tout ça là. Et même ça ne fait même pas longtemps, pour quelques sacs de riz qu'on est en train de... Un gars du Nigeria est en train de donner à Difa, il faut voir le nombre de morts. Même ça, la regarder. Parce que c'est pourquoi c'est ce qui va corroborer ce qu'ils sont en train de dire. Parce que c'est ce que j'aurais appris. Quand le gouverneur nigérien est venu pour faire sa distribution, il a fait ça directement. Il n'a pas passé par le Niger pour le faire. Ça veut dire qu'il connaît à qui il a affaire. Il n'a pas confiance à nos autorités. Et comme nos autorités n'ont pas le choix, ils l'ont laissé faire, ça provoquer la mort de ces personnes. Même s'ils n'ont pas communiqué assez de communication dessus, parce qu'il y a jusqu'à 22 morts pour quelques graines de riz. En tout cas, pas, des femmes et des enfants. En tout cas, pas au niveau du Niger quand même. Pas au niveau du Niger quand même. Si le 3N fonctionnait, réellement, si 3N a fonctionné, si 3N a fonctionné, le riz ne peut pas poser un problème à Difa. La Komadougou-Yobé peut, en exploitant la Komadougou-Yobé, le lac et la vallée de la Dilia, pas seulement la région de Difa, on peut faire une production de riz et de blé
capable de nourrir juste tout le Niger jusqu'à exporter. Bon sang, mais pourquoi avec le 3N, ils n'ont jamais songé à ça? Ils connaissent réellement le problème de l'agriculture nigérienne. On sait qu'on a un problème parce qu'il y a l'invariabilité des précipitations et que c'est l'agriculture souple qui pose problème. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas l'alternative parce qu'on a des ressources, non seulement en eau de surface, mais surtout en eau souterraine nous permettant de faire des cultures irriguées pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et s'ils veulent que les Nigériens nous les Nigériens, c'est avec ça qu'on doit le faire. Mais pas le hasard des précipitations. Là, ils ne veulent pas. En réalité, les Nigériens ne peuvent pas nourrir. Les Nigériens sont en train de narguer les Nigériens. Ok, c'est ça la définition cette fois-ci. Ok, monsieur Adamou. Bon, je pense par rapport à cette rencontre tripartite avec les partenaires, qui s'est tenue hier. Oui, sous la présidence du Premier ministre, je pense qu'il faut distinguer entre les partenaires là, il y a les OI et les ONG. Les organisations internationales gouvernementales qui sont créées par des États. Et ceux-là, le gouvernement peut facilement les faire pression. Ils ont une reconnaissance interétatique du peuple exercé. Ils connaissaient les mécanismes. De l'autre côté, nous avons les ONG, que ce soit les ONG internationales ou locales. Le problème, c'est que le gouvernement ne peut pas les auditer. Oui. En toute légalité, le gouvernement ne peut pas les auditer. La seule chose qu'il peut les demander de faire, c'est seulement le rapport d'activité. Parce que la loi nigérienne par rapport aux finances ou aux deniers publics, c'est que la Cour des comptes gère, c'est seulement là où l'État du Niger injecte 1 franc, là l'État du Niger a le droit d'auditer. Mais là où il n'injecte aucun franc, il va auditer sur quelle base? Il ne peut pas les auditer. Seulement, c'est pourquoi la reconnaissance des ONG, elle est un peu infirme, parce que l'État peut refuser. Si vous vous rappelez, au temps de Tanja, avec la crise alimentaire de 2005, il a chassé Médecins sans frontières du Niger. C'est une ONG internationale, elle n'est pas interétatique. Si l'État ne veut pas qu'elle exerce les activités, oui, l'État n'était pas d'accord de sa manière de fonctionner, l'État peut lui dire de plier bagage et s'en aller, sans aucun préjudice. Peut-être c'est ça seulement que l'État pouvait faire pour les ONG. Et les ONG là, ceux qui les donnent de l'argent, c'est eux qui ont le droit de venir les auditer et ils le font. Ils envoient les audits. Si une ONG est financée par exemple par le Royaume-Uni vont envoyer leurs auditeurs, soit des Royaume-Uni, ou bien ils vont chercher un cabinet ici au Niger qui va auditer et il envoie directement au niveau du Royaume-Uni. Ils n'ont rien à voir avec l'État dans lequel l'ONG s'exerce. Maintenant, le montant là, qu'on dit de 400 millions US, en tout et tout, quand j'ai fait le calcul, j'ai vu c'est quelque chose de 200 milliards. Pendant qu'on parle d'un détournement au-delà de 1000 milliards, et on vient, on rassemble les gens pour quémander. Parce que c'est ça le terme, pour quémander 200 milliards. Si on arrive, après cet audit-là, tous ceux qui ont détenu arrivent à verser, on arrive à recouvrir, l'État n'a pas besoin qu'une ONG verse un seul copec. On peut régler ce problème de 200 milliards. Vite fait les 200 milliards. Oui, vite fait, en a rien de temps. Parce que les gens ont détourné. Pensez que vous avez détourné, on les prend, ils vont verser. S'ils ont des biens, on va liquider ces biens-là, les 200 milliards sont là. Maintenant, l'État peut gérer comme bon lui semble les 200 milliards. Ce n'est pas une ONG, quelqu'un qui va leur demander des explications ou les déranger, quoi que ce soit. Non, il y a l'argent dans ce pays. Si on veut, on peut quand même utiliser cet argent-là pour résoudre ces problèmes de crise alimentaire. Pour le besoin de 2 millions. De 2 millions. Si réellement c'est les 2 millions. parce que toujours... Non, oui, avec l'État... On dit plus de 2 millions. Quand on dit plus de 2 millions, on sait que ça dépasse 2 millions. Mais généralement, c'est la statistique. Même les ONG, c'est le problème qu'ils ont avec l'État du Niger. Ils ne font pas confiance à la statistique que l'État pourvoit. C'est comme le grand frère vient de dire, dans Baji Allah. Les ONG, là, ils ont certaines informations plus précises à un certain niveau que l'État nigérien. Oui, ils ont leurs enquêteurs qui les font des enquêtes. Parce que le problème qui se passe, si les gens sont mal payés, ils ne vont pas bien faire le travail. Ils payent leurs auditeurs. Il y a même des structures qui sont spécialement pour venir faire des enquêtes. Ils font ces enquêtes-là en toute fiabilité. Ensuite, ils vont à d'autres ONG. Une ONG veut intervenir dans tel domaine. Non, il y a des enquêtes. Nous, on a déjà préfinancé, fait. Tout est là.
Vous venez, on va commercialiser, on vous vend et vous allez maintenant prendre pour exploiter. Donc, ils ont toutes ces informations-là, ils n'ont pas besoin. Si c'est 200 millions, ils le savent. Si c'est au-delà, ils le savent parce qu'ils travaillent et ils ont leur regroupement qui regroupe l'ensemble des ONG de développement au Niger. Et entre eux, ils vont des échanges, ils vont des ateliers. Ils connaissent réellement la réalité. Maintenant, au niveau des ONG, c'est vrai, les ONG aussi détournent. Oui, ils détournent. Parce que le système aussi de fonctionnement est un système mafieux, si je peux le dire. Oui, c'est un système mafieux. Donc on crée des ONG, c'est pour... oui, on crée des ONG, certains créent des ONG. Ce n'est pas tous, il y a ceux qui sont honnêtes, ils viennent, ils font leur travail. Mais il y a la majorité qui vient pour détourner. L'argent là, on l'envoie au nom du Niger, de là où il est sorti encore, on va le détourner pour le renvoyer là-bas. En dehors de ça, il y a une situation qu'il crée qui fait en sorte que l'argent là, même si on l'enjaquette, on ne voit pas clair. C'est-à-dire, on dit que voilà, telle somme a été débloquée pour acheter, par exemple, comment ils appellent ceux qu'ils utilisent contre les sous-alimentations. Et on dit non, ce produit-là, on va l'acheter en Allemagne ou en France. L'argent là qui est destiné au Niger pour la fabrication, si au Niger ça sera fabriqué à quelque chose de 200 francs ou 300 francs, maintenant il sera fabriqué unité à 1000 francs là-bas. Et ensuite on va payer les frais de transport. C'est toujours dans l'argent qu'on a destiné pour le compte du Niger. Et finalement vous allez voir, s'il y a 40 milliards, à peine que vous allez voir ces 10 milliards qui vont venir au Niger. Les 30 milliards là, c'est entre la fabrication, le transport et tout ça là, c'est resté dans le pays d'origine. Donc l'argent a été cotisé pour enrichir toujours les gens qui sont là-bas. C'est ça le problème. Et les 10 milliards qui vont venir, vous allez voir que ce n'est que le budget de fonctionnement. Il n'y a pas grand-chose qui va tomber directement vers les bénéficiaires. Non, c'est un budget de fonctionnement. Donc c'est ça qui fait en sorte que parfois on y voit, il n'y a pas trop de visibilité. Moi, j'en doute, c'est-à-dire les ONG ne peuvent pas développer un pays. Les ONG créent un esprit de dépendance. Or, des consommateurs ne pouvaient pas produire. Vous avez un problème alimentaire, vous attendez, il y a des ONG qui vont venir vous donner, vous manger. On vous dit c'est deux semaines ou un mois. Les gens, au lieu qu'ils puissent utiliser leur créativité pour produire, ils ne produisent plus. Parce qu'on les a créé cette dépendance. Ils attendaient au bout de ces 2 semaines ou au bout d'un mois pour que les ONG viennent aussi les donner. C'est pas un pays qui veut se développer, doit se départir. Quand les ONG viennent, que les ONG viennent en termes d'appui. Mais qu'on ne crée pas une dépendance vis-à-vis des ONG. Le Niger, avec cet esprit, c'est comme ce qu'un auteur disait, que l'Afrique considérait le monde comme un forum de solidarité. Il faut qu'on dépasse ce niveau, toujours compter sur les autres. Il faut qu'on crée des conditions nous-mêmes. Le Niger pouvait réellement nourrir les Nigériens. Par rapport au ministère de l'Agriculture, au niveau de 3, vous voyez, ce qui est curieux par rapport aux audits là, ce n'est pas seulement, même la présidente devrait être auditée. La présidence, elle a au-delà d'un budget de 250 milliards. Vous voyez, l'Assemblée, qui est la deuxième institution du pays, elle a moins de 20 milliards comme budget. 3N a au-delà de 20 milliards comme budget. Comment vous allez comparer? Donc, on crée certaines institutions où on injecte de l'argent qui l'Assemblée nationale. Oui, l'Assemblée nationale du Niger. L'Assemblée nationale... 3N a plus de budget que l'Assemblée nationale. Si on augmente le budget encore, ça sera encore un autre sujet. Déjà, les 20 milliards... C'est trop. On voit que c'est déjà trop là-bas. Donc, si on augmente encore, c'est un autre problème. Un autre aspect, pour finir maintenant. Il y avait des fondations créées qui sont financées sur la base du budget national. Je parle des fondations des 2 premières dames. Parce que c'est toujours inclus dans le budget de la présidence. Il y a de l'argent là-bas. On peut s'en servir de cet argent-là s'il y a un problème à régler. Parce qu'en réalité, c'est des institutions fictives. Donc là, c'est les endroits où il faut auditer. Okay. Voilà. D'accord, monsieur Adamo. On va revenir avec les audits. Madame, je pense qu'il faut relativiser les choses. Ce qu'Adamo a dit, effectivement, du point de vue officiel. On ne peut pas auditer les ONG, mais je vous dis, ça dépend du cadre juridique dans lequel les ONG trouvent le pays. Parce que dans les autres pays, le cadre juridique du Niger n'est pas le même dans les autres pays. Et le cadre juridique du Niger permet aux ONG de faire ce que bon leur semble. Et ils le savent, ceux qui dirigent, parce qu'ils se retrouvent. Mais ce n'est pas avec le seul régime actuel.
Et je vous dis que le Niger est grigé. Et quand il y avait eu cette situation d'audit à peu près, parce qu'au temps de Tanja, c'était à peu près cela, et ça a permis au régime de Tanja de comprendre le milliard qu'on a pris au nom du Niger et le milliard qu'on a injecté. Et ça lui a permis de comprendre que ces ONG-là, il y a de l'escroquerie dedans. Et aujourd'hui, je vous dis, le fonctionnement de ces ONG-là, il est piloté. Je vous dis, malheureusement, les gens font fi des cadres juridiques. Ils font des influences politiques et politiciennes à la matière de gestion. Et les ONG ont compris. Ils travaillent avec vos mentalités quand ils viennent de chaque pays. Aujourd'hui, quelle que soit la beauté, toutes les ONG presque nationales qui sont là, ils font de la sous-traitance, madame, avec les ONG internationales. Et cette sous-traitance, je le dis et je le répète, cette sous-traitance, elle est bourrée de plusieurs complicités contre des bénéficiaires. Et les gens s'enrichissent sur ça. Que ce soit les dirigeants de ces ONG internationales, que les dirigeants des ONG nationales, ils s'enrichissent sur le dos de ces paisibles citoyens au nom duquel l'argent a été débloqué. Et celui qui est habilité à protéger ces citoyens-là, c'est l'État. Mais malheureusement, vous allez constater qu'au plus haut sommet de l'État, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont impliqués dans la gestion de ces ONG internationales. Qui ont même des ONG. C'est clair, qui ont même des ONG. Et quand vous partez, vous voyez tous les régimes qui se sont succédés, presque les premières dames là, elles ont toujours des fondations. Et ils s'en servent beaucoup. Ce n'est pas avec ce régime seulement. Ils s'en servent toujours avec les ONG internationales, là, avec une certaine complicité, sans tenir compte du canevas inscrit dans la gestion de ces ONG. Donc c'est des choses qui sont là. Je pense bien que, qu'on le veut ou pas, c'est au régime et à l'État de s'assumer et de protéger le peuple. Tant qu'elle ne le protège pas, malheureusement, elle est impliquée comme le ministère de la Défense, malheureusement. Et ceux qui sont habilités à protéger le peuple, ils sont impliqués dans cette situation à un niveau très élevé. Il y aura toujours des ONG qui clair. vont faire clair. Le jeu de l'autruche, comme on dit. Oui. C'est ça, malheureusement. Malheureusement, c'est le Niger aussi. Nous allons, en fait, pour terminer, donc, parler du SNEX, où après un mois de grève, suivi de 112 heures donc, de préavis de grève, et le SNEX lance encore une grève de 24 jours, donc c'est depuis le 24 février, je pense, et qui va se terminer le 20 mars 2020, et c'est toujours les revendications que vous connaissez. Monsieur Dambadji, ici, la situation jusqu'à présent, c'est vraiment une situation qui est là. Un tiraillement entre l'État, le gouvernement, si je peux le dire ainsi, le ministère de l'enseignement supérieur et le SNEX. Oui, c'est un tiraillement qui est là, mais il faut comprendre aussi, dans ce combat, le SNEX, d'abord, c'est un syndicat. Et qui dit un syndicat, il défend les intérêts de ses militants. Et que malheureusement, dans ce combat, ils se sont vus, en réalité, un des acquis en train de s'envoler. Et là, je pense bien que c'est leur devoir, du point de vue syndical, de pouvoir empêcher et refuser. S'ils n'ont pas perdu, s'ils n'ont pas eu d'autres acquis, ils ne doivent pas accepter qu'ils perdent les acquis qu'ils ont déjà. Ça, c'est de un. Le premier aspect. Le gouvernement, au lieu de créer les conditions à ce que ce terrain propice au dialogue soit là pour qu'on puisse gérer la situation de point de vue plus responsable, il joue au dilatoire. Parce que je vous dis, au dilatoire, son dernier arrêté, où il demandait, regardez, il demandait à ce qu'on recrute des vacataires à la place de ces enseignants-chercheurs pour pouvoir valider les semestres impairs. Est-ce que ces vacataires seront à la hauteur d'exécuter toutes les tâches dont un enseignant titulaire est appelé à le faire? Est-ce que le vacataire est reconnu par le CAMES? C'est ça la question. Et ça, je pense bien, et tout ça là, il fait du dilatoire, il crée, au lieu de s'asseoir avec le SNEX et discuter honnêtement et voir comment avoir les voies de sortie, mais il joue au dilatoire et il crée les conditions pour croire qu'avec ça, il peut casser le mouvement. Il a passé par la coupure de leur salaire. Il a constaté que ça ne leur a absolument rien dit. Maintenant, il passe par le système de croire que les menacés, croyant que... Mais un enseignant-chercheur n'est pas un enseignant de l'enseignement secondaire. Oui, parce que lui, il a au moins un statut qui peut lui permettre d'aller même à l'extérieur enseigner. C'est clair. Donc, il faut que les gens soient extrêmement... Et ces enseignants-chercheurs-là, c'est à base de l'argent du Niger qu'ils ont été formés. Et il est hors de question qu'on crée les conditions et qu'ils ne restent pas servir le Niger. Il faut que le gouvernement arrête cette manière de faire. Et aujourd'hui, je pense bien que ils ont eu des intermédiaires. Le gouvernement refuse de donner la chance à ces intermédiaires, ceux qui vont intervenir entre le SNEX et eux. C'est-à-dire, ils le refusent parce qu'en faisant sortir de tels arrêtés, mais ça ne facilite pas la tâche
aux médiateurs de pouvoir le faire. Parce que quand vous dites non, créer les conditions, recruter tous les vacataires pour pouvoir régler des semestres impairs, mais vous radicalisez votre position. Parce que là, vous ne cherchez pas à discuter avec ces gens, mais plutôt vous voulez faire le rapport de force. Et je pense bien que c'est malheureusement le sport favori de ce régime. Dès qu'il y a un syndicat qui revendique, au lieu de regarder la revendication ou les revendications, voir là où il peut régler ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable, et d'être honnête, non, il joue au bouc émissaire pour diaboliser le syndicat, afin qu'il puisse la liquider pour qu'une fois pour toutes, qu'elle ne revienne pas à la charge. Je pense même que c'est une mauvaise manière de pouvoir gérer le partenariat au nom de la République avec les syndicats qui sont structurés et prévus par les lois. Les lois et règlements du pays, ils ont prévu ça. Vous ne pouvez pas les empêcher. Parce qu'en dehors de ces lois et règlements du pays, vous ne pouvez pas être dirigeant. D'accord. Monsieur Daouda, dans cette situation-là, c'est les étudiants aujourd'hui qui en pâtissent. C'est les plus faibles. Et vous avez entendu également, l'UNUN a lancé 5 jours de mot d'ordre de grève pour vraiment voir comment est-ce que cette situation aussi, ils peuvent s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, faire 1 mois, 2 mois sans étudier, c'est catastrophe au niveau donc de ces universités. Vous savez, madame, on a déjà fait ce débat depuis que la crise a commencé. Et la situation actuelle-là, moi, ça ne m'étonne pas. On est toujours dans le même raisonnement. Je vous ai dit que dans un pays où ceux qui sont chargés de la gestion du système éducatif, que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire, que ce soit au supérieur, aucun d'entre eux n'a son enfant au niveau de l'école publique. Ça veut dire quoi? Aucun ministre de la République chargé des questions de l'éducation n'a confiance à l'école publique nigérienne. Mais comment veux-tu quelqu'un qui est censé gérer ça, améliorer la situation, n'a pas confiance en cela? D'abord, nous, on nous sacrifie parce qu'on nous demande d'envoyer nos enfants là où ça ne va pas. Premièrement, donc, comme leurs enfants ne sont pas là-bas, premièrement, ça leur dit absolument rien. Absolument rien. Ça leur dit absolument rien. Maintenant, c'est là où le problème va se poser. Le SNEX est en grève. Mais il doit faire aussi un peu attention. Peut-être que s'il faut leur grève au niveau des universités publiques, ils doivent changer un peu aussi de méthode. Ils doivent aller cesser même au niveau de leur université privée. Parce que c'est comme si ils refusent d'enseigner leurs propres enfants pour aller enseigner les enfants de ceux qui sont au pouvoir. Ça aussi, c'est un problème. Maintenant, si les étudiants sont en grève, déjà la grève des étudiants n'a même pas d'impact. C'est ça. Puisque déjà, les étudiants ne sont là que s'il y a des enseignants. Déjà, l'école est bloquée. Il n'y a pas d'enseignants. Il n'y a pas d'enseignants. C'est vrai, c'est une bonne chose. J'ai vu l'ensemble des universités publiques ont eu à sortir pour faire une déclaration et donner l'ultimatum au gouvernement. Pour arranger cette situation. Au-delà de ces questions de grève, on l'a déjà dit, ces étudiants doivent sensibiliser leurs parents. Parce que je ne vois pas le rôle que joue l'association des parents d'élèves et étudiants. Je ne vois pas le rôle réel que joue l'association des parents d'élèves et étudiants. Alors que ceux qui sont réellement étudiants là, n'ont qu'à sensibiliser leurs parents. Là, les vrais parents d'étudiants et d'élèves peuvent sortir et demander, forcer le gouvernement à créer les conditions pour qu'on ramène la sécurité pour que leurs enfants puissent aller étudier. Mais vous savez, madame, c'est ridicule. On l'a dit, ils disent que 800 millions qu'ils vont donner en février et l'autre en mars. Une partie en 2 tranches. Moi, je n'ai la certitude. On est aujourd'hui le 1er mars. Je n'ai la certitude pour février, là, ils n'ont pas fait. Parce que l'on juste dit. Et ce n'est pas parce que le SNEX a observé sa grève qu'on ne doit pas le mettre dans ses droits. Qu'il est grève ou pas, ça c'est un acquis, on doit redonner ça. Donc, ça devait être le préalable. Et comme le SNEX refuse de revenir au niveau de la question de la démocratie au niveau des universités, il y a déjà des intermédiaires. Je crois que la dernière fois, c'était la Commission nationale des droits humains qui a commis l'intermédiaire l'année passée pour qu'on règle. Mais pourquoi ne pas encore
revenir sur la même table. Je crois qu'à partir des négociations quand même, on peut avoir des issues de sortie. On peut avoir des compromis. Mais comme le gouvernement veut jouer au dilatoire, mais écoutez, les menacer pour dire qu'ils vont recruter d'autres là, ça ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. On ne peut pas, ils ne peuvent pas casser leur mouvement de cette manière. La seule façon, il faut leur donner leur droit statutaire. Si on leur donne leur droit statutaire, j'en ai la certitude, au moins ils vont reprendre les négociations, les débats, et si c'est seulement au nom des nominations des recteurs, j'en ai la certitude qu'ils vont se comprendre. Mais quand même leurs droits statutaires là ne sont pas réglés, et que le gouvernement se cache derrière le fait qu'ils n'ont pas d'arriérés, mais écoutez, même ça, ce sont des arriérés, ce sont des indemnités. C'est seulement, ce n'est pas directement intégré à leur salaire. Et c'est ça, là, l'État ne peut pas régler. 400 millions, 800 millions dans ce pays-là. C'est pourquoi, pendant près de 2 mois, les étudiants sont en chômage. C'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Ok, pour terminer, M. Adamou. Je pense que ce mouvement de grève de SNEX, s'ils arrivent à achever le second là, jusqu'au 20 mars, l'année académique est déjà compromise. Un mois, ils peuvent faire des sacrifices pour rattraper. Mais dès que ça arrive à attendre 2 mois, c'est fini. L'année académique, elle est compromise. Il n'y a aucun moyen pour sauver l'année. De l'autre côté, le recrutement des vacataires me fait rire. Oui, parce que ils vont recruter des vacataires qui vont faire les cours, qui vont faire les évaluations, par exemple. Mais il y a aussi les soutenances. C'est ça. Un vacataire ne peut pas faire, ne peut pas gérer. Maître de mémoire, les maîtres de mémoire, il faut forcément être titulaire. Les directeurs des écoles de En dehors de ça, le problème qui va se poser plus tard, même si les étudiants se sont trompés, parce que après, quand ils vont négocier, s'entendre, pour des matières ou des thèses ou des soutenances que quelqu'un d'autre a eu à conduire, moi, je ne vais pas revenir en tant que doyen ou directeur d'une école pour venir signer pour valider cela. Ils peuvent refuser de valider ça. Ils vont pas là, c'est à cause du problème que les étudiants même ont perdu leur temps pour rien, parce qu'ils ne vont pas valider. Et l'honnêteté intellectuelle s'impose à eux de ne pas valider parce qu'ils ne reconnaissent pas la validité de ces travaux. Mais au niveau de SNEX, l'autre problème qui se pose, c'est quoi? C'est que à l'intérieur, c'est comme si la lutte est en train d'être cassée. Oui, il y avait des échos qu'il y a certains enseignants-chercheurs qui ont écrit officiellement pour dire qu'eux, ils ne vont pas suivre cette grève, la toute dernière. C'est ce qui est mauvais, c'est ce qui est fâcheux. SNEX, c'est un syndicat modèle en termes de résistance face au gouvernement, quelle qu'en soit sa solidité. Mais si certains parmi eux arrivent à faire ce genre de jeu, c'est vraiment malheureux. C'est malheureux. Il faut qu'ils puissent se ressaisir. Le fait de couper un salaire pour 2 jusqu'à 3 mois pour un enseignant-chercheur ne peut pas l'empêcher de manger, ne peut pas l'empêcher de nourrir sa famille. C'est une question de sacrifice pour sauver le sous-système éducatif qui est l'enseignement supérieur, qui est le garant parce que c'est là où on arrive à former des cadres de demain, quand même pour l'avenir du pays. Il faut quand même qu'ils se ressaisissent. Ils vont sur la table de négociation, en fait. Oui, ensuite les étudiants aussi, il faut qu'ils ressaisissent. Il ne faut pas qu'ils disent que toujours, eux, ils vont être des observateurs. Non, les étudiants n'ont pas de choix dans cette affaire. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas de choix que d'engager une lutte. Il s'agit de leur avenir. Quelqu'un qui est venu pour faire 3 ans, on va lui traîner jusqu'à 5 ans avant qu'il obtienne son diplôme. 6 ans, voire 6 ans. Ou plus. Donc, il faut qu'ils puissent imposer un comportement, y compris au gouvernement ou aux enseignants-chercheurs. Comme Daoudaï a dit, qu'ils puissent mobiliser leurs parents. Parce que un des problèmes qu'on voit, les parents de l'élève, que ce soit au primaire jusqu'au supérieur, ils ne jouent pas leur rôle. Ils doivent jouer leur rôle, ils doivent faire pression. Il s'agit de l'avenir de leurs enfants, il s'agit de l'avenir du pays. Et c'est eux les électeurs de ces politiciens-là qui se trouvent à la tête du pays. Il faut dire, si vous n'êtes pas capable d'assurer une bonne éducation à nos enfants, nous, on ne va plus vous voter. Quand l'homme politique va entendre cette menace, il sera obligé maintenant de chercher une solution par rapport à ce problème. D'accord. Voilà donc. Oui, si vous me permettez, je passe bien une minute rapidement. Et effectivement, ça ne m'a pas surpris quand le petit frère parle de dissidence par rapport à leur mouvement. Parce qu'on l'avait vu, on l'avait dit depuis la fois passée, qu'ils ont un problème interne. Le problème interne, d'abord, aujourd'hui, vous avez 2 syndicats au niveau de l'enseignement supérieur. Et ceux qui tiraient là, sur l'affaire,
des élections là, c'est toujours eux, hein. C'est entre eux. Ce sont ces enseignants chercheurs tapis dans les rouages politiques qui sont en train de gérer ça. Et mieux, c'est que le problème de ce système, c'est qu'il a infiltré toutes les structures organisées, voire même les structures des parents d'élèves. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre. Après 2 mois, presque 2 mois de grève, les parents d'élèves n'ont pas décidé au moins de faire un meeting, un sitting pour défendre les enfants. Si réellement c'est une structure des parents d'élèves et d'étudiants. Donc c'est des choses. Ils ne vont jamais vous faire ça parce que depuis le début, c'est des gens qui ont été cooptés sur des bases politiques et politiciennes pour représenter les parents d'élèves. Les étudiants, ils ont le devoir et ils n'ont pas le droit de regarder cette affaire. Pour leur intérêt, ils doivent se battre. Ils doivent se battre, même s'il faut retourner à la maison. Mobiliser leurs propres parents. Parce que leurs propres parents, c'est eux les vrais parents des étudiants. Qu'ils sortent dire qu'ils ne sont pas d'accord parce que c'est une affaire nigérienne et que personne ne peut se gargariser qu'il va représenter des parents d'élèves, des parents d'étudiants alors qu'il ne fait pas ce travail. Donc c'est clair, les étudiants, ils doivent s'assumer, ils ne doivent pas se perdre de vue de l'objectif qui est celui de ramener coûte que coûte à ceux qui reviennent sur la table de négociation parce que c'est eux le plus grand perdant. Voilà, donc chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin le débat, le rendez-vous de la rédaction de chaque dimanche, le rendez-vous de la rédaction qui a eu donc à discuter sur certains points d'actualité nationale. Donc, le premier point, c'est par rapport au communiqué du gouvernement, par rapport justement donc à l'audit au niveau du ministère de la Défense, le plan de réponse humanitaire pour l'année 2020 qui a été lancé par le Premier ministre Brigitte Raffini et à l'endroit donc des partenaires techniques et financiers à hauteur de 400 millions de dollars US. Et pour terminer, nous avons parlé donc du SNEX qui jusqu'à présent continue sa grève après 1 mois de grève suivi de 112 heures donc d'avertissement. Voilà maintenant que le SNEX revient avec une grève encore de 24 jours. Voilà pour le débat. Nous avons eu sur ce plateau Son Allah Dambaji. Merci Son Allah Dambaji pour votre participation. Merci également à vous, monsieur Daouda Adamou. Daouda Bourem, autant pour moi. Bon, c'est la même chose. Daouda Adamou, Daouda Bourema et monsieur Adamou Mamana pour votre participation sur ce plateau. Merci également à tous nos auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent non pas uniquement à Niamey, mais en tout cas dans les 8 régions du pays grâce à la TNT. Merci et également un petit bonsoir à Wad, monsieur Wad, donc depuis Tilaberi. Bonsoir à toi, espérons que tu... En tous les cas, je pense que vous avez clôturé votre... Non, mais on a clôturé, mais il faut que... Il ne faut pas liquider mon frère. Il faut qu'on lui dise au moins ce bonsoir. Non, il n'y a pas de problème, vous avez d'autres moyens pour le saluer. Depuis Tilaberi. Mais oui, parce qu'il faut qu'on sache s'il se porte bien quand même. Non, dans tous les cas, c'est une obligation du travail qu'il a amené à Tilaberi, donc ça ne mérite pas... Il faut qu'on prenne bien soin de lui, en tout cas. Oui, la famille qui se trouve là-bas, prenez soin de Wad. Ok, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Tilaberi, il est chez lui. Non, il est chez lui, je suis d'accord, mais il sait que Tilaberi, c'est quelque chose. Et il m'en dira beaucoup de choses, certainement. Voilà, donc, merci, chers téléspectateurs. Le rendez-vous de la rédaction, ça sera pour la rediffusion le jeudi, Inch'Allah, à partir de 22h sur la télévision Tambara et en même temps au niveau donc de la radio. Au revoir et à très très bientôt chez vous. Merci. Merci.